Cela fait maintenant 2 mois que dure la grève des mineurs de Montsou. Après le saccage des fosses et l'intervention des gendarmes, Étienne a dû se réfugier à Réquillart, où personne n'a l'idée de le chercher. Seuls Souvarine et les Maheu savent qu'il ne s'est pas enfui, qu'il se cache tout près. Les ouvriers du Coron n'ont plus rien à manger et brûlent leurs derniers meubles pour se chauffer. La petite Alzire, chez les Maheu, vient de mourir de faim sous leurs yeux impuissants. Un dimanche soir, Souvarine était seul dans la salle de l'auberge, à sa place accoutumée, la tête contre le mur. Jamais les débits n'avaient eu moins de clients. Aussi Madame Rasseneur, immobile au comptoir, gardait-elle un silence irrité, pendant que Rasseneur, debout devant la cheminée de fonte, semblait suivre d'un air réfléchi la fumée rousse du charbon. Brusquement, dans cette paix lourde des pièces, 3 petits coups secs furent tapés au carreau. Souvarine reconnut le signal d'Étienne. Mais avant que le machineur eût gagné la porte, Rasseneur l'avait ouverte. Entre, Étienne. Est-ce que tu as peur que je ne te vende? Vous serez mieux pour causer ici que sur la route. Il y a longtemps que j'ai deviné où tu te caches. Si j'étais un mouchard, je t'aurais depuis 8 jours envoyé les gendarmes. Tu n'as pas besoin de te défendre. Je sais que tu n'as jamais mangé de ce pain-là. On peut ne pas avoir les mêmes idées et s'estimer tout de même. C'est demain que le travail reprend au Voreux. Et les Belges sont arrivés avec le petit Négrel. On les a débarqués à la nuit tombée. Pourvu qu'on ne se tue pas encore. Non, vois-tu, je ne veux pas recommencer à nous disputer, sinon ça finira mal, si vous vous entêtez davantage. Tiens, votre histoire est tout à fait celle de ton international. J'ai rencontré Pluchart avant-hier à Lille, où j'avais des affaires. Ça se détraque, sa machine, paraît-il. Après avoir conquis les ouvriers du monde entier, l'association est dévorée, détruite un peu chaque jour par la bataille intérieure des vanités et des ambitions. Pluchart en est malade. Avec ça, il n'a plus de voix du tout. Pourtant, il parle quand même. Il veut aller à Paris pour y parler. Et il m'a répété à 3 reprises que notre grève était fichue. Étienne, les yeux à terre, le laissait tout dire, sans l'interrompre. La veille, il avait causé avec des camarades. Il sentait passer sur lui des souffles de rancune et de soupçon, ces premiers souffles de l'impopularité qui annoncent la défaite. Et il demeurait sombre. Il ne voulait pas avouer son abattement. Sans doute la grève est fichue. Je le sais aussi bien que Pluchart. Mais c'était prévu, ça. Nous l'avons accepté à contre-cœur, cette grève. Nous ne comptions pas en finir avec la compagnie. Seulement, on se grise. On se met à espérer des choses. Et quand ça tourne mal, on oublie qu'on devait s'y attendre. On se lamente et on se dispute comme devant une catastrophe tombée du ciel. Alors si tu crois la partie perdue, pourquoi tu ne fais pas entendre raison aux camarades? Écoute, en voilà assez. T'as tes idées, j'ai les miennes. Je suis entré chez toi pour te montrer que je t'estime quand même. Mais je pense toujours que si nous crevons à la peine, nos carcasses d'affamés serviront plus la cause du peuple que toute ta politique d'homme sage. Si un de ces cochons de soldats pouvait me loger une balle en plein cœur, comme ce serait crâne de finir ainsi. Bien dit. Il n'y a besoin que d'un homme pour faire de leur machine l'instrument terrible de la destruction. Mais il faudrait vouloir. Personne ne veut, et c'est pourquoi la révolution avortera une fois encore. As-tu entendu parler des ouvriers chapeliers de Marseille? C'est dans les journaux. Comprends-tu ça, toi? Ils ont gagné le gros lot de 100 000 francs et tout de suite, ils ont acheté de la rente, en déclarant qu'ils allaient vivre sans rien faire. Ouais, c'est votre idée à vous tous, les ouvriers français, hein. Déterrer un trésor pour le manger seul ensuite, dans un coin d'égoïsme et de fainéantise. Jamais vous ne serez digne du bonheur tant que votre haine des bourgeois viendra uniquement de votre besoin enragé d'être des bourgeois à leur place. Ils allaient tout de même pas renoncer au gros lot. Vous serez tous fauchés, culbutés, jetés à la pourriture. Il naîtra celui qui anéantira votre race de poltrons et de jouisseurs. Et tenez, vous voyez mes mains? Si mes mains le pouvaient, elles prendraient la terre comme ça. Elles la secoueraient jusqu'à la casser en miettes pour que vous restiez tous sous les décombres. Bien dit. Oh là. Rentre. Allez. Catherine. Ah non, mais je te dis que tu vas
boire une chope là-dedans. Madame Rasner, 2 chopes. Nous arrosons la reprise du travail. J'en connais qui ont dit que j'étais un mouchard. Et j'attends que cela me le répète un peu en face pour qu'on s'explique à la fin. Il y a les feignants et il y a les pas feignants. Moi, j'ai rien à cacher. J'ai quitté la sale baraque à Denelin. Je descends demain au Voreux avec 12 Belges qu'on m'a donné à conduire. Parce qu'on m'estime. Et si ça contrarie quelqu'un, je peux le dire, nous en causerons. Et veux-tu boire? Nom de Dieu, allez, trinque. Trinque avec moi à la crevaison de tous les salauds qui refusent de travailler, hein? Alors? C'est la nuit que les taupes sortent? Il faut que les gendarmes dorment pour qu'on rencontre les brigands? Écoute, tu m'embêtes. Ouais, t'es un mouchard. Ton argent pue encore quelques traîtrises. Et ça me dégoûte de toucher ta peau de vendu. N'importe. Je suis ton homme. Il y a assez longtemps que l'un des deux doit manger l'autre. Longtemps. Il faut t'en dire pour t'échauffer, un bougre de lasse. Toi, tout seul, je veux bien. Et tu vas me payer les cochonneries qu'on m'a faites. Allez, enfin, messieurs. Ça ne te regarde pas, Rasner. Il y en a un de trop, c'est au plus fort de vivre. Sacré Mario. Mais j'aurais ton nez, c'est ton nez qui peut quelque part là, donne donc ta gueule. Et oh putain que j'en fasse de la vie pour les cochons. Et nous verrons après si les garces de femmes courent après toi. Ah, touché! Ah, touche sur ta carcasse! Mon nez! Relève-toi. Si t'en veux encore, nous allons recommencer. Relève-toi. Étienne, prends garder à son couteau! Lâche. 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 Allez. Allez. Nom de Dieu de traître. Tu vas y passer. Va-t'en. Relève-toi et va-t'en. Va-t'en, je t'achève. Non! Non! Ah non! Puisque c'est lui que tu veux, et couche avec lui, sale race! Et ne refous pas les pieds chez moi si tu tires à ta peau! Quand ils furent sortis de chez Rasseneur, Étienne et Catherine marchèrent en silence. Étienne, embarrassé de cette femme qu'on lui donnait, ne trouvait rien à dire. L'idée de la prendre et de la cacher avec lui à Réquillart lui semblait absurde. Je vais te reconduire au coron, chez tes parents. Oh non. Oh non. Il faut pourtant que tu couches quelque part. Moi, si j'avais seulement une chambre, je t'emmènerais bien. Leur passé lui revenait, leur gros désir d'autrefois, et les délicatesses et les hontes qui les avaient empêchés d'aller ensemble. Le souvenir des gifles qu'elle lui avait allongées à Gaston-Marie l'excitait maintenant au lieu de l'emplir de rancune. Et il restait surpris, l'idée de la prendre à Réquillart devenait toute naturelle et d'une exécution facile. Voyons, décide-toi. Où veux-tu que je t'amène? Tu me détestes donc bien que tu refuses de te mettre avec moi. J'ai assez de peine, mon Dieu, ne m'en fais pas davantage. À quoi ça nous avancerait-il, ce que tu demandes, aujourd'hui que j'ai un galant et que tu as toi-même une femme? C'était de la mouquette dont elle parlait, et quand il lui jura que non,
Elle hocha la tête. Elle rappela le soir où elle les avait vus se baiser à pleine bouche. Est-ce dommage? Toutes ces bêtises. Nous nous serions si bien entendus. Va. Ne regrette rien. Tu ne perds pas grand-chose. Ma pauvre petite. Ils étaient arrivés au Voreux, au pied du terri. Un nuage d'encre passa sur la lune. Ils ne distinguaient même plus leur visage. Et leurs souffles se mêlaient, leurs lèvres se cherchaient pour ce baiser dont le désir les avait tourmentés pendant des mois. Mais brusquement, la lune reparut. Ils virent au-dessus d'eux la sentinelle détachée du Voreux, toute droite. Et sans qu'ils se fussent baisés enfin, une pudeur les sépara. C'est décidé. Tu ne veux pas? Non. Toi, après Chaval, hein? Et après toi, un autre? Non, ça me dégoûte. Je n'y ai aucun plaisir. Pourquoi faire alors? Sais-tu où tu vas au moins? Je ne puis te laisser dehors par une nuit pareille. Je rentre. Chaval est mon homme. Je n'ai pas à coucher ailleurs que chez lui. Mais il t'assommera de coups. Oui. Et quand il en aura marre, il s'arrêtera. Ne vaut-il pas mieux ça que de rouler les chemins comme une gueuse? Sur 10 filles, 8 ne tombent pas mieux que moi, tu sais. Étienne ne trouvait rien pour la convaincre, malgré le gros chagrin qu'il éprouvait à la voir retourner avec Chaval. Il n'avait guère mieux à offrir, une existence de misère et de fuite, une nuit sans lendemain, si la balle d'un soldat lui cassait la tête. Peut-être en effet était-ce plus sage de souffrir ce qu'on souffrait sans tenter une autre souffrance. Et il la reconduisait chez son galant, la tête basse. Ne viens pas plus loin. S'il te voyait, ça ferait encore du vilain. Adieu. Il n'est pas rentré, je vais me coucher. Je t'en supplie, va-t'en. En rentrant, comme il passait près du terri, la lune se montra très claire. Étienne leva les yeux et un spectacle au sommet du terri l'arrêta. La sentinelle, raidie par le froid, s'y promenait. Et ce qui intéressait le jeune homme, c'était derrière la cabane une ombre mouvante, une bête rampante et aux aguets qu'il reconnut pour Jeanlin. La sentinelle ne pouvait l'apercevoir, ce brigand d'enfant préparait à coup sûr une farce, car il ne décolérait pas contre les soldats. Un instant, Étienne hésita à l'appeler pour l'empêcher de faire quelque bêtise. Il l'avait vu se ramasser sur lui-même, prêt à bondir. À chaque tour, la sentinelle s'avançait jusqu'à la cabane, puis tournait le dos et repartait. Et, brusquement, Jeanlin sauta sur les épaules du soldat. D'un bond énorme de chat sauvage, s'y agrippa de ses griffes, lui enfonça dans la gorge son couteau grand ouvert. Cela fut si rapide qu'il y eut seulement dans la nuit un cri étouffé, pendant que le fusil tombait avec un bruit de ferraille. Étienne monta sur le terri au pas de course. Il trouva Jeanlin à 4 pattes devant le cadavre. Pas une goutte de sang n'avait coulé, le couteau était encore dans la gorge, jusqu'au manche. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, nom de Dieu? Je ne sais pas, j'en avais envie. Oui, j'en avais envie. Depuis 3 jours, la tête me fait mal, là, derrière les oreilles, à force d'y penser. Est-ce qu'on a se gêné avec ces cochons de soldats qu'embêtent les charbonniers chez eux? Étienne, épouvanté de cette végétation sourde du crime au fond de ce crâne d'enfant, tremblait que le poste du Voreux n'eût entendu le cri étouffé de la sentinelle. Mais rien n'avait bougé. Il se pencha sur le corps du soldat, et une grande pitié le saisit. Quelle abominable chose de se tuer entre pauvres diables pour les riches. Mais il fallait faire disparaître ce cadavre. Les minutes pressaient, quelle décision prendre? Il eut une soudaine inspiration. S'il pouvait porter le corps jusqu'à Réquillart, il saurait l'y enfouir à jamais. Viens ici. Écoute, viens ici, ou j'appelle les soldats qui te couperont la tête. Et comme Jeanlin se décidait, il roula son mouchoir, en banda fortement le cou du soldat sans retirer le couteau qui empêchait le sang de couler. La neige fondait, il n'y avait sur le sol ni flaque rouge, ni piétinement de lutte.
Prends les jambes. Attends. Je vais mettre le fusil sur mon dos. Allez. Ils arrivèrent à l'ancienne fosse couverts de sueur, si bouleversés que leurs dents claquaient. Étienne s'était bien douté qu'il ne serait pas commode de faire passer le soldat par le gouyot des échelles. Ce fut une besogne atroce. Puis ils traînèrent le mort près d'1 kilomètre par un dédale de galeries en ruine. Enfin le toit s'abaissa sous une roche ébouleuse que soutenaient des bois à demi rompus. C'était une sorte de caisse longue où ils couchèrent le petit soldat comme dans un cercueil. Ils déposèrent le fusil contre son flanc, puis, à grands coups de talon, ils achevèrent de casser les bois, au risque d'y rester eux-mêmes. Tout de suite, la roche se fendit. Ils eurent à peine le temps de ramper, lorsqu'Étienne se retourna, pris du besoin de voir, l'affaissement écrasait lentement le corps. Il n'y eut plus rien que la masse profonde de la terre. Depuis minuit, Catherine battait le dégel des routes. Chaval, en rentrant, l'avait réveillée d'un soufflet. Il lui criait de passer tout de suite par la porte si elle ne voulait pas sortir par la fenêtre. Et vêtue à peine, meurtrie de coups, elle avait dû descendre, poussée dehors d'une dernière claque. Dès lors, elle vagabonda, tremblante d'être ramassée et conduite à cette maison publique de Marchiennes dont la menace la hantait d'un cauchemar depuis des mois. Chaval, ce matin-là, devait descendre, et cette pensée ramena Catherine vers la fosse. Le jour parut. Elle venait de reconnaître le dos de Chaval qui tournait prudemment le terri, lorsqu'une brusque sonnerie de clairon la fit tressaillir. Elle se haussa, elle vit le poste du Voreux qui prenait les armes. Étienne arrivait au pas de course, et là-bas, sous le jour grandissant, une bande d'hommes et de femmes descendait du coron avec de grands gestes de colère. L'armée avec le peuple. À mort les Morins! On venait de fermer toutes les ouvertures du Voreux, et les 60 soldats, l'arme au pied, barraient la seule porte restée libre. Le capitaine les avait alignés sur 2 rangs contre le mur de briques, pour qu'on ne pût les attaquer par derrière. Étienne s'approcha du capitaine. À quoi bon risquer un massacre inutile? Est-ce que la justice ne se trouve pas du côté des mineurs? Ne me forcez pas à faire mon devoir. 3 fois, Étienne recommença. Je n'ai rien à entendre. J'ai l'ordre de garder le pli, je le garderai. Et ne vous poussez pas sur mes hommes, vous saurez vous faire reculer. On va voir si tu le gardes. Nous voulons régler les mecs chez nous. Étienne recula, désolé. C'était la fin. Il n'y avait plus qu'à se battre et à mourir. Et il cessa de retenir les camarades. La bande roula jusqu'à la petite troupe. Ils étaient près de 400. Les corons du voisinage se vidaient, arrivaient au pas de course. Laissez-nous passer. Allez-vous-en. Nous n'avons rien contre vous. Allez-vous-en. Ne conquête pas. Laissez-nous faire nos affaires. Est-ce qu'il faudra nous manger pour passer? On vous prie de foutre la camp. Catherine, à quelques pas, regardait, écoutait. La veille encore, elle ne comprenait rien aux colères de la grève. Elle pensait que lorsqu'on a sa part de gifles, il est inutile d'en chercher davantage. Et à cette heure, son cœur se gonflait d'un besoin de haine. Elle se souvenait de ce qu'Étienne racontait autrefois la veillée. Elle tâchait d'entendre ce qu'il disait maintenant aux soldats. Il les traitait de camarades. Il leur rappelait qu'ils étaient du peuple, eux aussi, qu'ils devaient être avec le peuple, contre les exploiteurs de la misère. Écoutez-la, écoutez-la. Les soldats qui avaient écouté, impassibles, les appels à la fraternité, gardaient la même raideur passive, sous cette grêle de gros mots. Derrière eux, le capitaine avait tiré son épée, et comme la foule les serrait de plus en plus, menaçant de les écraser contre le mur, il leur commanda de croiser la baïonnette. Ils obéirent. Une double rangée de pointes d'acier s'abattit devant les poitrines des grévistes. Allez, j'en fous. Et nous? Allez-y. Et nous donc? Nous voulons nos droits. Allez-y pour voir. Allez-y un peu. Si vous êtes de bon bout. Et il ouvrait sa veste, et il écartait sa chemise, étalant sa poitrine nue, sa chair velue et tatouée de charbon.
Il se poussait sur les pointes, il les obligeait à reculer, terrible d'insolence et de bravoure. Lâche, hein! N'osez pas! Il y en a 10 000 derrière nous! Et vous pouvez nous tuer! Il y en aura 10 000 à tuer! La position des soldats devenait critique. Leur petite troupe en face de la marée montante des mineurs tenait bon cependant. Il fallait toute la force de la consigne pour les tenir ainsi, la face muette, dans le hautain et triste silence de la discipline militaire. Chargez les fusils! Oh, ces feignants, ils partent pour la cible, hein! Est-ce que nous sommes des Cosaques? On ne tire pas contre des Français, nom de Dieu! Y a même pas de balles dans leurs cartouches! Le capitaine, pour calmer l'énervement de ses hommes, se décidait à faire des prisonniers. 3 mineurs, Levaque et 2 autres, furent empoignés dans le tas des plus violents et gardés à vue, au fond de la chambre des porions. Nous exigeons leur libération immédiate! Et sans s'être concertés, emportés d'un même élan, d'un même besoin de revanche, tous coururent au tas de briques voisins, à ces briques dont le terrain marneux fournissait l'argile et qui étaient cuites sur place. Les enfants les charriaient une à une, des femmes en emplissaient leurs jupes. Bientôt chacun eut à ses pieds des munitions. La bataille à coups de pierre commença. Étienne, resté devant les soldats, manqua d'avoir le crâne fendu. Il se retourna, il tressaillit en comprenant que la brique était partie des poings fiévreux de Catherine. Et au risque d'être tué, il ne s'en allait pas. Il la regardait, les poings en l'air, brandissant elle aussi des moitiés de briques, les jetant de toute la force de ses petits bras. Elle n'aurait pu dire pourquoi, elle suffoquait, elle crevait d'une envie de massacrer le monde. 3 fois le capitaine fut sur le point de commander le feu, et il allait crier feu lorsque les fusils partirent d'eux-mêmes. Ce fut une stupeur. Ils avaient tiré, la foule béante restait immobile, sans le croire encore. Le fils Levaque et sa petite amoureuse, Bébert et Lydie, s'étaient affaissés l'un sur l'autre aux 3 premiers coups, la petite frappée à la face, le petit troué au-dessous de l'épaule gauche. Les 5 autres coups avaient jeté bas une vieille femme et le porion Richomme. Atteint dans le dos, au moment où il suppliait les camarades, il était tombé à genoux, et glissé sur une hanche, il râlait par terre. La vieille, la gorge ouverte, s'était abattue toute raide, en bégayant un dernier juron dans le gargouillement du sang. Mais alors le feu de peloton balayait le terrain, fauchait à 100 pas les groupes de curieux. Une balle entra dans la bouche de Mouquet, le renversa, fracassé aux pieds de Zacharie et de Philomène, dont les 2 mioches furent couverts de gouttes rouges. Au même instant, la Mouquette recevait 2 balles dans le ventre. Elle avait vu les soldats épaulés, elle s'était jetée d'un mouvement instinctif de bonne fille devant Catherine en lui criant de prendre garde. Et elle poussa un grand cri, elle s'étala sur les reins, culbutée par la secousse. Étienne accourut, voulut la relever, l'emporter, mais d'un geste elle disait qu'elle était finie. Puis elle hoqueta sans cesser de leur sourire à l'un et à l'autre, comme si elle était heureuse de les voir ensemble, maintenant qu'elle s'en allait. Tout semblait terminé. L'ouragan des balles s'était perdu très loin, jusque dans les façades du coron, lorsque le dernier coup partit, isolé, en retard. Maheu, frappé en plein cœur, vira sur lui-même et tomba la face dans une flaque d'eau noire de charbon. Stupide, la Maheude se baissa. Eh mon vieux, relève-toi. Ce n'est rien dit. Parle donc. Où as-tu mal? Il avait les yeux vides, la bouche baveuse d'une écume sanglante. Elle comprit, il était mort. Alors elle resta assise dans la crotte, regardant son vieux d'un air hébété. La fosse était libre. On aperçut les visages effarés de Négrel et de Dansard à la fenêtre de la recette. Souvarine était derrière eux, le front barré d'une grande ride, comme si le clou de son idée fixe se fût imprimé là, menaçant. Les blessés hurlaient, les morts se refroidissaient dans des postures cassées, boueux de la boue liquide du dégel, çà et là envasés parmi les taches d'encre du charbon qui reparaissaient sous les lambeaux salis de la neige.